Oui, bah, la société, c'est une agence de création digitale, mais on s'est un petit peu différencé. D'abord, on s'est axé sur une techno, effectivement. On fait quand même pas mal de tech. On développe des applis en fait à l'intérieur de sites web. On s'est concentré sur un framework qui est Joomla. Même si on a été un petit peu, on a pris un petit peu de travers, mais bon, mine de rien, c'est quand même le 4e CMS au monde. Et on est parti aussi sur une prestation de conseil, justement, d'accompagnement. Donc en 6 ans, on a accompagné à peu près 150 porteurs de projets et créateurs d'entreprises chez Magéris. Et là, on poursuit notre 7e année, donc a priori, ça se passe plutôt bien. Le revers de la médaille du financement au fonds propre, c'est que là, par contre, c'est qu'il y a un moment où on s'essouffle, et je pense que quand on est dirigeant, il y a un écueil auquel il faut faire attention, c'est effectivement sa rémunération. Et ça, on a un petit peu plus de confort quand on est investi, quand on est porté. On en a beaucoup moins quand on a mis tous ces deniers dans ce panier-là. C'est une grande liberté intellectuelle, c'est une piste à ne pas négliger, et l'avantage c'est qu'on apprend à compter très vite, parce que même si on sait compter, c'est qu'on investit, je dirais, utile. Alors voilà, c'est une piste très intéressante et qui est tout à fait complémentaire à ce que tu évoquais tout à l'heure sur l'investissement. J'aime bien intervenir dans ce cadre-là de façon assez forte parce que aujourd'hui, on pense systématiquement investissement, les dossiers sont quand même difficiles à faire, extrêmement chronophages. Quand on est sur quelque chose de technologique, la mine de rien, il faut quand même s'occuper du produit, s'occuper des équipes. Et justement, là où je voulais un petit peu apporter mon image, c'est que même si on a des années de management derrière soi ou pas, des skills ou pas, je crois qu'effectivement, et c'est ce qu'on fait ce soir, c'est la première chose à faire, c'est s'entourer et en discuter, parce qu'on a beau avoir tout, on finit par se perdre tout seul, et même dans ses décisions, et même les plus petites, parce qu'effectivement, même quand on est une start-up, on descend à la poubelle, c'est très bien, mais on peut se perdre. Donc c'est s'entourer, et effectivement les équipes, tu t'apprêtes à céder tes parts, moi je m'apprête à en céder, mais pour d'autres raisons, parce que justement, enfin, on a mis à 5 ans à le faire, c'est une des grandes difficultés, c'est quand une entreprise grandit parce que ça marche, il faut que l'équipe s'étoffe, et c'est comme un petit bonsaï, il faut s'en occuper tous les jours, et puis surtout, il faut que les branches prennent entre elles, donc on a beaucoup de turnover au début, c'est extrêmement difficile à gérer, c'est extrêmement éprouvant, et ça coûte très cher. Donc là, moi, c'est un peu là, je vais céder des parts parce que justement, enfin, là, j'ai trouvé un super business développeur. Et au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire. Et il faut justement apprendre à lâcher du lest au fil du temps et à corriger les trajectoires. En fait, je ne sais pas quels sont vos parcours dans les autres, si vous êtes en création, envie de créer, juste à écouter. Je dirais que nous, on y a été, en fait, là où on est un petit peu différent là-dessus, c'est qu'on y a été step by step. Et là, effectivement, on compte tout. Quand il faut acheter 2 écrans, on en achète 2 et pas 3. Et chaque investissement, en fait, est fait en fonction de ça. On utilise effectivement nos compétences technologiques pour bien planifier. Un autre risque, effectivement, par contre, c'est qu'à la différence d'une start-up financée via du capital risque, où effectivement il y a une courbe de rentabilité qui se fait à terme, la rentabilité, les cycles sont beaucoup plus courts. Donc il faut absolument veiller aussi dans la planification à garder une part pour la R&D, ou en tout cas la consolidation et le développement technologique. Après, plein de choses à vous dire au travers d'échanges, je vais être assez bref. C'est en tout cas, si vous envisagez de créer, c'est une belle aventure. C'était bref, je n'ai pas préparé plus que ça à vous dire là-dessus, mais c'est vraiment histoire de partager cette expérience parce que moi je ne regrette pas personnellement. Si vous envisagez de créer, on est quelques-uns, je pense, avec des profils différents à votre disposition, parce que c'est vraiment de l'aventure. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y avait un point complémentaire, par contre, il y a quand même un moment par rapport au fonds propre où effectivement, si on veut des effets de levier, parce que la croissance elle est quand même plus lente, les journées sont longues. Je pense quand même, c'est un point très important, parce que là je me rends compte, c'est qu'il y a quand même un moment où faire en fonds propre sur les deniers personnels du dirigeant, c'est bien, mais il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Et il y a un moment, justement, il y a un acte d'humilité à poser et à dire, je trouve qu'il est sain, même intellectuellement, de faire rentrer du capital extérieur. C'est un peu compliqué à faire parce que ça reste nos bébés. L'entreprise, on l'a montée, et puis on a
là on y a vraiment été en ponçant de toutes nos forces. Alors, je ne dis pas que c'est plus facile quand c'est financé, mais enfin bon, quand on démarre avec 500 000 euros, c'est quand même plus facile. Et il y a quand même un moment, il faut se méfier. Et là, la difficulté, en fait, c'est qu'il faut y penser, si vous envisagez de créer justement par ce système et par des financements, je dirais, propres ou du love money, etc., c'est qu'il faut quand même garder les ports pour la soif et justement envisager en fait de monter, toujours rester dans l'esprit, éventuellement monter un dossier d'investissement. Pourquoi? Surtout si vous avez une grosse part de services dans votre activité. Les banques et les business angels, aujourd'hui, c'est pas vrai, ils ne financent pas le capital humain. C'est s'il y a un produit, s'il y a une techno, c'est la techno qu'on a repris, etc. Donc là, après, ça devient très difficile de lever des fonds. Donc là, il faut vraiment conserver, il faut avoir ça en tête, toujours avoir une vue un peu plus long terme, parce qu'effectivement, au bout de 6-7 ans, quand vraiment on sort de la phase d'amorce, enfin, on est au-delà de la phase d'amorce, on est vraiment là en plein ramp-up. Cette année, on va doubler le chiffre d'affaires. On a fait 25% de croissance tous les ans et là, on va doubler cette année, avec un premier trimestre de folie. Vraiment, on est très content, mais effectivement, on a été freiné dans notre croissance, parce qu'il nous fait du cash, faut être clair, et que effectivement, il faut avoir ça en tête et ne pas rester et aller chercher de l'oxygène à l'extérieur parce que sinon on finit par tomber en bout. Voilà, c'était aussi conférent. J'ai pas précisément l'activité de la boîte. C'est une agence de création digitale. Alors en fait, sur le papier, on pourrait se dire que c'est une web agency, comme on pouvait en trouver, etc. Mais on a pris le sujet sous un angle différent, c'est-à-dire qu'effectivement, je dirais même de façon triviale, quand on démarche un prospect, on dit faire des sites pour faire des sites, ça ne nous intéresse pas. En vérité, on situe tout cela dans l'écosystème global. Est-ce qu'il y a besoin et vraiment à faire en sorte que, au travers de la communication digitale des entreprises, on a aussi bien de la micro-entreprise que du très grand compte. On a par exemple, demain, on démarre un nouveau projet au Conseil économique et social, par exemple. On a Ouverture, Safran, le Crédit Mutuel. On est aussi bien, on démarre aussi un site pour un couvreur, pour un charpentier. Donc, ça nous permet de balayer très large, mais effectivement, en fait, on a associé en fait, la technologie avec le conseil à apporter aux porteurs de projets, qu'ils soient petits, grands, moyens, où finalement on considère toute la palette d'outils qui existe aujourd'hui. Vous êtes combien de collaborateurs et sur quel pôle un peu? Alors, c'est toujours difficile de répondre à cette question. Je dirais qu'aujourd'hui, en fait, là, on est 5 associés, en fait, on est 7 à bosser full-time. Et après, il y a tout le réseau des freelances, etc. Parce que là, c'est vrai que c'est pas faux aussi. Posez-vous la question si vous êtes en croissance. Enfin, je vais dire trop fort, je reste attaché à mon pays natal, mais 63 points de charge, quand même. Donc, nous, il est clair que. Non, mais c'est fait quoi. Quand vous êtes Kévis, on va pas me demander, vous êtes sûr, mais je crois en France, oui, mais c'est vrai qu'il y a quand même des moments où c'est pas tenable, donc on est obligé de jongler en permanence, effectivement, avec des freelances, des 20 jours par-ci, par-là, sachant qu'en plus, on est quand même sur le domaine où du coup, ça devient compliqué parce que c'est très cher, ou alors les gens sont versatiles, ou alors ils sont pas dispo, etc. Et c'est vraiment. Je dirais qu'on est capable de gérer des gros projets. On est en moyenne une douzaine de personnes aujourd'hui. Full-time salarié 7. Du coup, c'était plus des techs et le BizDev est une grande aide dans le développement. Alors, là justement, là c'est bien, on va parler des erreurs parce qu'on les fait tous. Il y a un point très important, je crois aussi, quand on est là, qu'on soit. Financé ou autofinancé, il y a une gaffe à ne pas faire. Je crois que quand on est CO, il faut pas s'aimer des recrutements. Il ne faut pas les faire. Je pense qu'en 20 ans, j'avais recruté plein de monde, je me suis bluffé 3 fois en tout. En 5 ans de la boîte, je me suis bluffé quasiment à tous les coups et maintenant ça marche bien, depuis que j'ai plus le droit de m'en occuper. Parce qu'effectivement, c'est notre bébé, on n'a pas le recul. On a envie de voir des gens par rapport à ce qu'on a envie, et puis finalement, c'est pas, ça marche moins bien à l'arrivée. Justement, avoir un regard externe qui dit non, mais c'est par rapport à ça qu'il faut. Effectivement, il faut intervenir. Je suis là et on les valide. Mais donc au départ, effectivement, c'était très focalisé tech, etc. Et puis finalement, moi, je faisais beaucoup de commercial.
la partie commerciale, la partie business développement. Et puis c'est vrai que moi, de par mon profil, le business développement, là, c'était pas trop mon métier. Donc j'ai appris sur le tas, j'étais quand même plutôt tech à faire un petit peu tout. Donc au bout d'un moment, il faut lâcher. Finalement, dans cette logique, et c'est la même si on veut aller chercher des capitaux, c'est un effet de balancier en fait. C'est du bon sens, hein. C'est vous investissez. Donc, pour avoir l'argent, il faut avoir des clients. Donc c'est d'abord le développement commercial. Après, il y a forcément un moment où en production, on est en tension. On prend le risque de dire qu'on va avoir 2, 3, 4 clients qui ne vont pas être contents du tout. Donc là, on travaille un petit peu sa com et sa gestion de crise, parce que ça nous permet d'avoir le cash qui permet d'investir dans la tech. Et en fait, c'est ce circuit permanent qui fait qu'effectivement, on scale et qu'on grimpe tranquillement les marches, une par une et de façon pérenne. Voilà. Vous êtes resté avec 100% départ pendant très longtemps. Oui, là j'en ai encore 95, mais bientôt je vais en avoir. Je vais en arriver à 100%. Et c'est une question que je connais rien du tout. Il n'y a pas une histoire de plus de 50% pour prendre des décisions, les voix, je sais pas quoi. Est-ce que vous n'auriez pas pu les 45% de plus, non? alors, nous, statutairement, on a fait un truc qui est super tordu en fait, mais qui marche très bien et justement qui était en vue d'aller chercher du capital, et ce qu'on va probablement faire cette année. Parce qu'il y a les 7 ans, après c'est un peu plus compliqué, donc on est en train de se poser la question. Mais on a fait, en fait, donc Magiris, c'est le nom de la société, est une SAS. Donc aujourd'hui, il y a plus de capital, ça je reviendrai là-dessus, parce qu'il y a aussi le montant dont on a besoin, qui est très important. C'est que, en fait, statutairement, on a 2 types d'actions. Parce qu'on n'a pas voulu s'embêter avec les actions les droits de préférence ou pas, qui ont le droit de voter, pas voter. Mais en fait, on a 2 types. On a un parc d'actions, donc la société à capital variable. On a des actions de type 1 qui sont des parts à 1 euro. Et en fait, on a des parts à 2000 euros. Qui elles, on donne droit à dividende. Une action égale un vote. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est très c'est très avantageux parce que justement, ça permet de nous affranchir de l'equity en cas de montée de capital, où on est obligé de faire revaloriser la part. Là, on s'est pas pris la tête avec ça, la part elle a 2000 balles, un point c'est tout, et justement, en fait, un investisseur, ça peut être intéressant pour lui parce qu'il n'y a pas le droit d'entrée à payer. Et en fait, tout simplement, moi, avec cette histoire de part à 1 euro, avec qui je le décide, je ne perds jamais le contrôle de la société. Quand j'ai quelqu'un qui va me prendre 1000 parts, quelqu'un qui me prend 1000 parts à 2000 euros, qui met 2 millions dedans, il ne verra pas, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Moi j'ai juste 1000 euros à mettre pour garder mon nombre de votes. Donc bingo. Okay. Et donc justement, dans la façon dont tu as évoqué la chose, j'ai pas vraiment compris en fait, le principal avantage d'être en fonds propres, c'est vraiment de garder le contrôle de la société. C'est pour ça que tu as pris la décision de rester sur ce modèle-là. Ouais. Okay. Oui, justement, pour les raisons, parce qu'en fait, au départ, quand on a créé la société, finalement, après on a arrêté parce que ça nous menait trop loin. Ça fait partie aussi des idées sur lesquelles on démarre, et puis qu'on abandonne en cours de route. En fait, on travaille sur un nouveau système de navigation, en fait, vraiment en 3D. Je dirais quasiment sur un principe Google Street, quasiment, mais vous voyez comme des bouchées. Ce qui commence, mais finalement les développements sont trop importants, de créer notamment le domaine de l'e-commerce, en fait, d'avoir vraiment du magasin virtuel, on va attraper ces trucs. Derrière, ça déclenche le panier. Ça nous menait trop loin. Effectivement, là, on avait commencé à faire des dossiers, etc. Et là, on avait senti soit on se faisait bouffer, soit on se faisait écraser, soit on se faisait copier. Dans tous les cas, de toute façon, on avait une chance de survie qui était vraiment infime. Donc, on s'est dit, on va faire autrement. On va faire autre chose, c'est pas grave. Et puis ça, à la limite, on verra plus tard ou pas. Et de toute façon, tout ce qu'on a développé, tout le savoir-faire et toute la méthodologie tech, on l'a. Donc c'est assez à nous. Voilà. Donc effectivement, on est parti là-dessus tranquillement. On a commencé la première année chez nous. Alors après, la limite aussi, là, quand on crée une société, c'est que faut penser à l'extérieur, parce que travailler chez soi, c'est bien, mais quand on finit par habiter au bureau, c'est chiant. Et puis ensuite, après, petits locaux, moyens locaux, et là, ça commence à être beaucoup plus grand. Donc effectivement, c'était pour des raisons d'abord de facilité. Honnêtement, de facilité, oui. Parce qu'en plus, on était essentiellement sur de la prestation de service, et quoi qu'on raconte, ça se finance pas tellement.
Tu avais parlé d'un problème de rémunération. Du coup, ça faisait combien de temps vous avez resté de rémunération? Alors, moi j'ai fait un truc, mais alors j'ai fait le truc peut-être qu'il fallait pas faire en fait. Enfin si, c'est-à-dire qu'en fait moi j'avais pris les 15 mois de Pôle emploi. Comme j'avais un salaire plutôt sympa sur mon dernier poste, ça me permet de vivre un certain temps. Après, effectivement, le danger du fonds propre, c'est qu'il faut quand même avoir les nerfs solides. Il faut pas, c'est pas quand on a un crédit sur le dos et les 3 ados à la maison qu'on le fait. Là, très sincèrement, la maison est payée, il n'y a pas de machin, etc. Donc c'était jouable. Après, parce que c'était jouable, j'ai pu continuer, mais il faut quand même avoir les nerfs solides. Et là, au niveau de l'entourage, ça peut être rock'n'roll. Mais de toute façon, quand on crée une boîte, c'est une bonne école, c'est sympa. Et je crois que. Non, mais après, je crois qu'il y a un moment, justement, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure pour les recrutements. Il ne faut pas partir, c'est là qu'il est important de s'entourer bien, parce qu'on a envie d'aller jusqu'au bout, et si on part dans une impasse, y compris sur les finances personnelles, c'est pas bon. Et là où je te rejoins, c'est que même sur les revenus personnels, je le relie à ce que je disais tout à l'heure, il y a un moment aussi où on veut sortir, enfin on veut se retrouver sur investissement, clairement, parce que la boîte elle vaut beaucoup plus que quand on l'a créée. C'est là qu'il est important aussi d'aller chercher des capitaux extérieurs, parce que ça met de l'équité dans le système. Parce que je dirais que ça met de la justice vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis du dirigeant, quelque part. Et là, du coup, si c'était à refaire, les capitaux extérieurs, tu les aurais intégrés à quel moment? Parce que là, ça fait 7 ans, tu as 95%. À la même période, sauf qu'on serait peut-être plus loin, parce que justement, si je devais refaire avec les autres, ce qui nous a coûté très cher, c'était des erreurs de recrutement, clairement. On n'a pas réussi à faire prendre la mayonnaise, et ça nous a coûté vraiment. Qu'est-ce que tu appelles erreur de recrutement? C'est des personnes qui sont restées, qui ont monté en compétence, qui sont parties? Oui, alors on a eu ça, on a eu des gens tout à fait étonnants, ça se passait bien, puis du jour au lendemain, ils n'avaient plus envie. Donc super, merci, je vais faire autre chose. Bon, c'est pas grave. On a eu à peu près, en 6 ans, on a eu pas mal de cas de figure en fait. Et à chaque fois, ça coûte cher, y compris on était choqués, la gestion des arrêts maladie intempestifs. Donc ça nous a coûté, puis bon, nous on avait quand même le carnet de commandes qui allait avec, donc les millions qui allaient avec, donc du coup, coup de frein commercial, il y avait tout ce qui s'ensuit, donc ça peut aller très très vite financièrement. Donc c'est vraiment bien donner le recrutement à la personne qui s'y connaît le mieux, prendre du recul par rapport au recrutement. Ouais, je pense que c'est vraiment pour moi, c'est un des nerfs de la guerre. On peut avoir la meilleure techno du monde soi-même, si on passe pas, si on se fait pas accompagner sur du recrutement, on n'arrive pas à évoluer. C'est vraiment si on veut me dire, est-ce que tu as un seul témoignage, une seule chose à dire ce soir sur qu'est-ce que c'est être chef d'entreprise, tout simplement, c'est ça. C'est vraiment un point, parce que dans tous les cas, ça arrive humain. Et comme on donne quasiment beaucoup de nous-mêmes, on ne peut pas avoir le recul sur les recrutements, c'est pas vrai. Et vraiment se faire, il faut rester maître des décisions avec ses associés quand on en a. Je ne prends pas les décisions seul, mais par contre je ne veux plus m'en occuper. Je fais des conneries à chaque fois. Et c'est fondamentalement différent. Non, mais c'est vrai, on fait tout, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes. Et c'est un vrai frein. Je pense que c'est le premier. Plus que le financement, finalement. Mais aussi d'autres peurs un peu plus. Peur de casser la vie personnelle, de perdre l'équilibre. Une grosse peur de perdre de l'argent, d'investir en temps ou en fonds propres. Mais bon, tout le temps que vous avez passé tous, c'est aussi de l'argent qu'après à la maison, on va expliquer qu'il y a un manque à gagner. Bref, je me suis quand même lancé parce que j'étais un peu obligé au début de créer une SARL parce que j'ai eu un client, j'étais indépendant et j'ai eu à choisir entre le portage et puis créer une SARL. Comme j'avais un contrat qui devait durer un peu longtemps avec une entreprise américaine qui n'avait pas d'entité légale en France, je me suis lancé, j'ai consulté un petit peu et je me suis rendu compte que finalement toutes ces peurs-là, il suffisait de payer pour avoir un comptable qui s'en occupe, pour avoir une complémentaire santé, pour avoir une prévoyance, il suffit de le payer. J'ai encore une protection sociale, j'ai encore droit à aller voir les médecins, il n'y a pas de souci.
au début, j'étais plutôt un artisan. Et c'est-à-dire que j'ai fait du service autour du webcasting, donc la diffusion de vidéos et de présentations sur Internet. Et je suis arrivé à un moment clé où je me suis posé la question, si je veux passer du statut d'artisan au statut vraiment d'une société, il fallait que j'investisse en matériel et en personnel. Les thèmes que vous avez vus, moi j'ai pas franchi le pas, j'ai pas eu ce courage-là, cette imprudence, je sais pas si on peut dire. Moi j'ai vu un autre modèle à ce moment-là. Je voulais pas avoir à gérer des salariés, j'avais travaillé avec des TPE qui avaient 5, 10, 15 salariés, il suffit en effet qu'un salarié pète les plombs pour des raisons personnelles, pour que ça déstabilise complètement l'entreprise pendant un an et demi. Encore une fois, c'est des coûts, mais là c'était plus que des coûts. Sur des TPE, ça peut être très déstabilisant. On m'a proposé en fait de rejoindre un réseau pour travailler sur le marché de l'épargne. Pour situer les choses, en France, c'est un marché de 5 000 milliards d'euros. Quand on m'a dit ça, je me suis dit oui, effectivement, il y a de quoi vivre. Par contre, il ne s'agissait pas d'être concurrent direct des banques, puisque je n'avais pas les moyens et je n'avais pas levé les fonds comme pouvait le faire. Et on n'était pas du tout sur la même approche. Et c'est ça qui m'a plu surtout, de pouvoir démarrer en double activité. Comme dirait Warren Buffett, on ne teste pas la profondeur de la rivière avec les deux pieds en même temps. Donc si ça ne marchait pas, si je me plantais, si je n'étais pas fait pour ça, si je n'arrivais pas à trouver des clients, c'est pas grave, je n'avais pas eu à faire de chèques, c'était pas comme une franchise où je fais un chèque et puis je perds l'argent. Je teste au fur et à mesure, j'essaye, ça marche, j'aurais investi un petit peu dans ma formation, dans du temps. C'était ce type de modèle-là qui m'intéressait, complètement complémentaire de ce que vous avez présenté, donc c'est super. On n'est pas du tout sur les mêmes enjeux, les mêmes problématiques et les mêmes pourquoi aussi. S'il y a peut-être une question, moi je compléterai par rapport à ce que vous avez dit, c'est se poser la question du pourquoi. Pourquoi je veux entreprendre? Pourquoi ça correspond? Est-ce que c'est... Moi, historiquement, j'ai travaillé d'abord dans l'informatique, c'était super, j'ai beaucoup de reconnaissance. Ce besoin de reconnaissance, il était complètement rempli. J'ai connu des phases où on faisait des croissances à 50-60% chez des gros constructeurs informatiques. Puis j'ai connu les années 2000 où c'était beaucoup plus compliqué, et donc j'ai plus cette reconnaissance. J'ai plus cette variété aussi cette appartenance à une communauté où on était plus des concurrents entre nous dans les boîtes que vraiment des gens qui partageaient les meilleures pratiques et qui s'entraidaient pour croître, pour progresser. J'ai perdu ce sens, et je me suis dit que c'était quand même mieux de pouvoir contribuer à avoir ses propres clients, avec, pareil, la peur de se dire, bon, c'est super parce que je vais être payé au résultat. Donc si j'amène beaucoup de résultats pour mes clients, je vais être très bien payé et tout va bien. Mais aussi, si je n'ai pas de résultats, je ne suis pas payé, donc il faut aussi assumer, devenir 100% responsable de ces actes. Donc ça, c'est une peur légitime. Et ce qui m'a aidé justement à dépasser ça, c'est que j'étais avec quelqu'un qui faisait le même métier depuis 5 ou 6 ans, donc qui était passé par les mêmes phases et qui m'aidait un peu à dire, voilà, concentre-toi sur les tâches qu'il y a à faire. C'est très balisé, tu vas voir, le savoir-faire il est complètement formalisé, tu n'as plus qu'à apprendre, il faut que tu agisses. Ne regarde pas l'arbre, regarde, tu veux aller sur la route, comme quand on conduit sur la neige, et concentre-toi sur les choses qu'il y a à faire. Et du coup, depuis, moi j'ai convié d'autres à venir voir et à faire la même chose, et en fait, je forme aussi d'autres à venir se mettre à leur compte. Donc, évidemment, il y a un message aussi de dire, si vous avez des velléités d'être indépendant, c'est une bonne manière de tester. C'est un modèle qui n'est pas du tout comme les vôtres, mais qui permet justement de voir, est-ce que je suis autonome, est-ce que j'ai un pourquoi suffisant pour me discipliner et éviter de procrastiner et me lancer, aller chercher, aller au-devant des clients potentiels. Comme je vous l'avez dit, on n'a pas forcément été formé à ça à l'UTC. Mais ce que j'ai adoré à l'UTC, c'est qu'on nous a donné une ouverture énorme à l'international, mais aussi sur les sciences humaines. Et aujourd'hui, ce que j'utilise, c'est un peu, je vais conclure là-dessus, sur les probas et les statistiques. Parce que finalement, je fais investir mes clients et je leur fais sous-peser, finalement, qu'est-ce qui risque de se passer, combien ils perdraient si ça se passait mal, et combien ils gagnent si ça se passe bien. Et souvent, c'est évidemment très largement en leur faveur, parce que, comme tout le monde, ils ont peur d'investir, ils ont peur de prendre ils n'ont pas
confiance. Voilà, ça tourne autour de choses qui sont assez irrationnelles. Et ma formation m'a aidé à rendre des choses peut-être un petit peu plus rationnelles, et dire quel est le pire qui puisse arriver. Au pire, c'est toujours mieux que ce que vous faites aujourd'hui avec votre livret A, avec votre banque. Et au mieux, ça peut être énorme. Aujourd'hui, dans le métier que je fais, on a j'ai une équipe aujourd'hui de 10 personnes. Je travaille avec des gens qui ont des équipes de 100, 200 personnes et qui ont des rémunérations qui sont proches du million d'euros. Donc, par rapport à des besoins qui peuvent être de reconnaissance, il y a de quoi faire. Mais c'est surtout, je conclue là-dessus, se donner la possibilité d'avoir des risques mesurés, de se tester. Il y a plusieurs manières de le faire, mais ça c'est une autre manière de donner un peu et puis savoir pourquoi on veut le faire. Et enfin, peut-être impliquer son entourage. Parce que le premier support, c'est quand on rentre chez soi, si on n'a pas bien expliqué où on veut aller, comment on va y aller, pareil, on va générer les peurs des personnes qui veulent nous protéger, donc ils vont tout faire pour nous ramener sur un job de salarié, 9h à 18h, parce qu'ils ont peur. Voilà, donc je vais prendre des questions maintenant, tout à l'heure en échangeant, je sais pas. Dans quel statut en fait? Alors, pour le conseil, parce que c'est très réglementé, je suis en bénéficiaires commerciaux pour le conseil à mes clients, et je suis en SARL, que j'ai créé en 2007, pour l'animation de mon équipe. Donc, toutes les rémunérations que j'ai par rapport à ce que eux font en termes de développement d'affaires avec leurs clients, je touche par rapport à ma SARL, sinon c'est du BNC. Ça me fait penser, je ne vais peut-être pas préciser, mais c'est aussi, je sentais pas et je connaissais les difficultés de s'associer. L'intérêt ici, c'est d'avoir un modèle où chacun, on est un réseau associatif, au sens où je donne des formations, j'aide les autres, mais chacun, on a notre propre PNL, on a notre propre budget, c'est notre propre rythme de travail. Si je m'associe avec quelqu'un qui travaille doucement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de friction. J'ai mon périmètre que je maîtrise, et les autres font ce qu'ils veulent sans qu'il y ait un manque de synchronisation entre ceux qui contribuent peut-être un petit peu plus. Il y a un mode de rémunération qui fait ceux qui contribuent plus gagnent plus. Je peux avoir dans mon équipe des gens qui vont gagner plus que moi. Et ça me va. Au contraire, c'est côté émulation et côté positif des choses. Je ne sais pas si j'ai répondu. Moi, j'ai pas super compris. C'est une coopérative d'entrepreneurs, c'est ça Alors, c'est un réseau. Je pourrais vous donner plus de détails, mais là, je pense qu'on va déborder. On fait des journées d'information dessus. Mais grosso modo, on peut démarrer en étant auto-entrepreneur. D'ailleurs, ce que moi je préconise, c'est qu'on démarre, on teste en étant auto-entrepreneur. En fait, on rejoint un réseau, mais au sens, il n'y a pas de frais d'entrée. Donc, il y a une association loi 1901 et on partage le savoir-faire, comme sur une association. Donc, toutes les formations, par exemple, ceux qui forment sont bénévoles, ceux qui viennent suivre les formations, déjà, sont dans l'association, il y a une charte aussi, un respect de valeurs communes, mais ils ne participent que pour 15 € par exemple sur l'allocation de la salle. Donc, en termes de moi, j'ai aucune obligation par rapport au réseau. Je peux très bien arrêter mon adhésion du jour au lendemain. Voilà. Ça a été quoi les grosses erreurs de votre parcours que vous conseillerez de ne pas faire, mais avec lesquelles vous avez appris? C'est compliqué, c'est comme j'ai un modèle où j'ai pas pris beaucoup de risques, j'ai pas vu forcément les conséquences, peut-être l'absence de risque, d'avoir pas. L'erreur que j'ai faite, c'est peut-être de ne pas avoir mis effectivement une somme sur la table pour me dire voilà, maintenant, il va falloir que tu la rentabilises. J'ai peut-être pas été suffisamment discipliné pour me dire oui, puisque tu n'as pas avancé de chèque, tu vas doucement. Et rétrospectivement, j'aurais pu aller plus vite en me créant peut-être des coups comme ça, en me disant oui, si j'avais mis 20%, 30%, 40%, voire 100% de mes économies là-dessus, j'aurais peut-être agi différemment.
Après, dans les erreurs de recrutement, elles se terminent bien dans notre cas. Parce que les gens arrêtent le métier. Ça m'est arrivé 2 fois sur 12 personnes qui ont vraiment démarré. Oui, c'est une erreur. Est-ce que j'aurais pu les accompagner mieux? Bon, aujourd'hui, je fais une formation de coaching justement pour essayer de leur donner des clés et les aider à dépasser certaines choses. Après, il faut accepter, on est dans l'humain. J'ai pris du recul en disant voilà, ce sur quoi je suis responsable, oui, j'ai fait des erreurs, évidemment. Mais en même temps, si on ne fait pas d'erreur, on n'apprend pas. J'ai pas fait de grosses erreurs. C'est-à-dire, l'erreur que j'ai évitée, c'est de prendre des risques. Je suis quelqu'un de très prudent. C'est peut-être là l'erreur. Et comme j'ai pris à chaque fois des risques très mesurés, et ça n'est pas retourné en boomerang. Si peut-être la deuxième erreur, c'est d'avoir sous-estimé l'importance de l'organisation de son temps pour avoir un équilibre. Du coup, moi je vais vous parler d'abord de la rupture conventionnelle. C'est quelque chose que n'osent pas faire beaucoup de gens, mais c'est quelque chose qui est super important quand elle est faite de manière vraiment très amicale. On ne vient pas claquer sa dème, on écrit claquer sa dème, on dit ça comme ça, comme on voit dans les pubs. Mais quand on est bien dans son entreprise et qu'on n'est pas bien dans l'environnement d'entreprise, ça arrive souvent. On adore ses collègues, on adore son patron, on adore tout, sauf que je sais pas, moi j'aimais bien prendre plus de vacances que d'habitude et à chaque fois du coup je posais du sans solde. Et l'entreprise commençait à dire non mais c'est pas possible, j'ai dit mais on n'est pas obligé de travailler 218 jours par an, je suis désolé mais c'est pas une vie. Donc en fait c'est ce concept, c'est ces contraintes là qui m'ont poussé à aller discuter avec mon employeur et lui dire j'aime bien l'environnement, d'ailleurs je continue à aller les voir de temps en temps, à travailler pour eux, mais parce qu'en fait la rupture elle s'est faite de manière très, très douce. Je dis j'ai un projet professionnel, c'est de devenir formateur. C'est pas dans le cœur de métier de l'entreprise, j'étais dans une boîte de conseil en logistique et en flux d'informations. Et eux, ils étaient très concentrés. On continue à travailler pour Airbus, pour Renault, c'est nos gros clients, ils veulent pas de formation. Et moi, je sentais vraiment en fait, qu'il y avait un courant de formation en France. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé par la suite. Donc, je voulais me lancer dans la formation. Et jusqu'en 2017, c'était très difficile de se lancer en France, parce que la France n'avait pas le droit à l'échec. Elle ne voyait pas le droit à l'échec. Tu commences un business, boum, 64 points, t'es salarié, et même quand tu commençais en auto-entrepreneur, tu étais limité à 35 000 euros. 35 000 euros avec une facturation de 700 euros par jour, vous travaillez 2 mois et après vous arrêtez. Bon, je n'ai pas fait les calculs, mais voilà. Et dernièrement, à partir de 2016, ils ont doublé le plafond, donc c'est passé à 70 000. Bien sûr, je parle pour activité intellectuelle, donc c'est libéral. Quand vous êtes en commercial, si vous voulez par exemple faire de l'achat-vente, là c'est 180 000. C'est vraiment très intéressant. Et sur le statut d'auto-entrepreneur? Sur le statut micro-entreprise, il a encore réduit vraiment beaucoup, mais ça j'en parlerai dans un deuxième temps. Mais c'est ça qui m'a poussé en fait, dès que je l'ai lu, j'ai des potes qui l'ont fait, je commençais à réfléchir, mais du coup je peux me permettre de sortir et on a un abaissement de taxes et des opportunités comment ils appellent ça, de financement de son statut. Donc voilà, ça part toujours d'un premier pas, c'est de dire non à son employeur. Ouais, c'est ça. Ça part de dire à son employeur non, je ne continuerai pas à travailler, donc je vais me mettre en indépendant. Donc là, ça fait un peu peur. Pour les personnes qui ont des familles, c'est un cauchemar pas possible. Pour les gens qui sont un peu encore indépendants par rapport à leur situation comme moi, c'était un peu plus facile. Parce que du jour au lendemain, je commençais à m'intéresser au statut, je suis parti sur internet, on voit une interface, devenir entrepreneur, oui, hop, bim, j'ai un SIRET. Vraiment, on s'en rend pas compte, c'est 11 clics, ça prend une demi-heure, il faut avoir toutes les photos. Et à partir de ce moment-là, on a un SIRET et ça change tout en fait dans notre manière de travailler dans le monde de l'emploi. Dans le monde du travail, on peut facturer n'importe qui. Voilà, vous voulez un service, je vous facture et vous êtes plus dépendant de être dans une entreprise et où vous êtes attaché. Donc quand on demande sa rupture conventionnelle, toujours, c'est une contrainte pour l'employeur, ça lui coûte de l'argent. S'il est vraiment radin, ça lui coûte de l'argent, mais en vérité, ça ne dépasse pas 10 000 euros. Voilà, il faut payer des trucs par rapport à l'URSSAF, par rapport à votre départ et tout ça. Donc, quand vous. Voilà, les indemnités. Du salarié. Voilà.
Donc moi ce que j'ai fait, j'avais le partenaire de ma boîte qui me dit ouais mais Cham, tu vois, en fait il voulait me garder parce que j'étais la seule ressource informatique. Et moi je voulais vraiment partir, je leur ai dit je vais vous trouver quelqu'un pour me remplacer. Mais le mec il s'accroche, il me dit ouais mais tu me coûtes quand même d'argent, je vais en faire un truc, je vais faire du conseil, je vais accompagner une entreprise sur des projets externes vraiment de manière bénévole, donc ils m'appellent de temps en temps parce qu'ils ont normalement c'est entre humains, on fait ça gratuitement. Moi, j'ai essayé de survendre du coup cette partie-là. Mes équipes avec qui je travaille pourront toujours m'appeler au téléphone et je leur répondrai avec joie. Donc, c'est une partie de poker entre vous et le dirigeant d'entreprise. Bien sûr, vos managers vont être OK parce qu'ils voient votre projet professionnel, vous allez envie d'être indépendant. Eux aussi, du coup, ils ne vont pas vous retenir, ils vont vous laisser partir. Mais vraiment, c'est le patron de la boîte. Pour lui, Christine, tu vas confirmer. On ne peut pas laisser partir des gens parce que c'est un recrutement, c'est un processus, c'est super long. Et aujourd'hui, voilà, la rétention des employés, c'est super important. Je ne sais pas, parce qu'au bout d'un moment, quand on arrive au moment où la décision est prise, on a voilà. envie, c'est que ça a matché. Si on arrive au stade de la rupture conventionnelle, c'est ça. Et effectivement, il y a ce que tu dis. Après, il y a le fait que, il y a un peu comme le monde de la start-up et de la PME, où là, c'est un projet qui fédère les gens, c'est une aventure. Être en freelance, c'est quand même, enfin là, c'est quand même très attaché au projet personnel et à la vente de prestations. Même si on intègre des équipes, c'est beaucoup plus éphémère, il y a beaucoup moins ce projet commun. Après, quand on arrive à ce point-là, pour l'avoir vécu avant au niveau de grands groupes, effectivement, et là, là, effectivement, il y a ce bras de fer par rapport à l'employeur. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, effectivement, là, par contre, dans cet équilibre entre freelance et start-upper PME, il y a un vrai point de rupture financier, il y a une décision à prendre, est-ce que je reste en freelance et je vais gagner plus d'argent sur la prestation de service, ou est-ce que je prends des salariés et j'investis sur et ça, les gens ne s'en rendent pas nécessairement compte. Mais l'année dernière, on avait envie de se prendre parce que justement avec le poids des charges, il a relevé les plafonds que tu évoquais. Je liquide la boîte, nous on a un chiffre d'affaires à peu près qui est 55% de récurrent. D'accord. Parce que dans tous les contrats de compte, parce qu'on continue, on est sur des contrats annuels avec nos clients. On liquide la boîte, on veut tout le monde, soit auto-entrepreneur, on reste un petit peu, on va même pas chercher une nouvelle business, on double nos salaires. Donc ça, c'est Voilà, vraiment ce qui m'a attiré le plus, c'est que je disais, au même taux que facture. Au salaire, c'est ça. Non, mais franchement, on va parler argent. Oui, clairement, j'ai doublé mon salaire en devenant une entreprise et dans le marché. Donc, je ne vais pas dire que je suis revenu chez les mêmes clients, mais chez des clients similaires. Du coup, tu baisses la facturation et c'est la même ressource. Dans un projet de prestation intellectuelle, le manager ne sert pas à grand chose. Il est juste là parce qu'il est plus âgé, il a 45 ans, donc c'est une confiance. Quand vous êtes en face de Airbus, ils ne vont pas faire confiance à quelqu'un qui a 25 ans. Et ils veulent avoir en face un cachet de confiance. Ils disent cette personne elle est tellement importante dans le marché de la logistique, elle ne peut pas se permettre de vous voler du jour au lendemain. Enfin, de voler en l'air du jour au lendemain. Alors que moi, je peux me permettre de juste pas venir au taf et ni vu ni connu. Je peux passer dans une autre industrie. Et là, je viens de mettre les clients mais voilà, pour rejoindre Anne-Christine, c'est ça qui nous intéresse le plus au départ, parce qu'aujourd'hui, la France, du coup, reconnaît ce droit à l'échec et dit OK, la première année, on vous a élevé les plafonds, et en plus, en fait, vous avez à partir du 1er janvier 2019, la nouvelle loi de finances, vous avez une imposition, quelles que soient vos conditions, à 3%. C'est énorme. Donc quand on est salarié, la même facturation, il y a déjà 60 points qui partent en charge en cotisation patronale. Là, c'est différent, mais c'est que la première année. Bien sûr, si vous avez négocié votre rupture conventionnelle et si vous rentrez dans d'autres cases, ça dure pendant 3 ans et c'est dégressif. Première année 3%, deuxième 7%, troisième 14%, et après on passe au 24%. Ah ouais, 24. J'ai une question sur la rupture conventionnelle et la démission. On peut la garder par la suite, parce que sinon ça va couper mon fil conducteur. Donc voilà, ça c'est le départ. Donc sachez qu'il y a, vous pouvez appeler Cadre Emploi, vous pouvez appeler plein d'organismes qui peuvent vous aider à connaître votre droit pour la rupture conventionnelle. Et après, vous pouvez toujours déposer votre démission et sortir. Ça dépend du milieu dans lequel vous êtes. Moi, j'étais avantagé parce que je suis dans un milieu, dans un marché où
en technologie, conseil en business intelligence et en transformation des organisations. On voit des offres partout. Donc c'est simple. Si vous allez sur LinkedIn, Monster ou n'importe quelle plateforme de recrutement et que votre métier, vous voyez qu'il y a plein de postes à pourvoir tout le temps, sortez. Enfin, clairement, prenez la clé, sortez, c'est le moment. Parce qu'en gros, ça veut dire qu'il y a une tendance dans le marché en entier, donc des gens qui font vos métiers, à devenir freelance. Ça veut dire que les grands groupes de conseil et les grandes entreprises sont en manque de cette compétence-là et qu'elles vont devoir être obligatoirement forcées de prendre des freelances. Avant, on n'en prenait pas, parce qu'il y avait des cabinets qui donnaient ces ressources, mais aujourd'hui, moi je suis actuellement dans 2 grands groupes qui font plus de 10 000 personnes. On doit passer par un intermédiaire. Ils m'ont pris parce que si la ressource, les experts changent de camp, les clients aussi changent de camp. Ils vont arrêter de recruter, de faire appel à, pas les Big Four, mais juste Capgemini, Altran. Ils sont en galère de recruter des profils qui sont assez experts parce que ces profils-là, ils ont dit je peux gérer ma micro-entreprise. Donc, on appelle ça micro-entreprise, le statut a un nom bien précis. Si vous voulez poser des questions, chercher sur Internet. C'est très facile pour gérer son micro-entreprise. On va s'inscrire sur un site, cfe-ursaf.fr, et là c'est vraiment une interface type Gmail. Voilà. On se connecte, on met son nom, prénom et son SIRET, son mot de passe, tout est digitalisé, donc vous recevez tout sur votre boîte mail, les confirmations. Il y a un courrier que j'ai reçu la première fois où il y avait l'avis de Sirène. Donc c'est le papier que vous pouvez présenter à tout le monde, mais tout le reste, tout est digitalisé. Vous avez une interface pour mettre votre chiffre d'affaires, les déclarations mensuelles, ça fait le calcul automatique et vous mettez votre RIB et ça vous prélève directement. Donc, voilà. Par rapport à ton activité en indépendant, justement, comment tu te projettes par rapport au projet, disons, tu dis quel moment tu te fixes ça c'est la deuxième partie. Donc ça c'est la création. Après, il y a eu, je vous avoue, 5 mois de procrastination. Voilà, parce que j'avais aussi envie de prendre des vacances et parce que je suis parti avant l'été. Il faut savoir un truc, c'est que mai 2018, c'était le plus haut taux de rupture conventionnelle depuis la crise de 2000, depuis du coup la bulle.com, c'était en 2000, donc gros taux de rupture et de départ. Et 2008, parce que les gens, voilà, c'était la crise, ils commençaient à partir avant qu'on les dégage parce que c'était plus avantageux. Mais là, dernièrement, les gens, on va dire avant l'été, ils se disent rupture conventionnelle ou départ de l'entreprise, même parfois vraiment on dépose sa démission. Comme ça, on profite de l'été et après on avance d'aller pour. Vous avoue que c'est ce que j'ai fait. Honnêtement, je ne peux pas vous dire que je suis parti en train de chercher des clients directs et c'est impossible. Personne ne commence un contrat en été. Donc mettez-vous ça bien en tête. Si vous voulez partir, il y a un timing précis à faire. Parce que si vous partez en mai, c'est septembre. Et comment ça se passe? C'est on a des recrutements à faire en septembre. On n'a pas de recrutement. Vous pouvez être sûr que le 5 septembre, vous allez avoir des offres. Vous pouvez pas venir pour un poste ASAP, ça commence lundi. Oui, mais on est vendredi maintenant. Enfin, c'est vraiment comme ça que ça se passe tout le temps. On va vous appeler en fonction de votre cœur de métier. C'est pas que dans les milieux technologiques. Les employeurs aujourd'hui, on sent une crise qui arrive en 2020. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'employeurs qui se disent je suis prêt à faire confiance à des freelances. On peut ne pas faire confiance à quelqu'un de mon âge. On est très volatile. Du jour au lendemain, on va dire non, mais j'ai envie de partir vivre en Asie. Non, mais j'ai envie de monter une start-up avec mon pote. Par contre, à partir du moment où on a 35 ans et on a une famille, vraiment les contrats de confiance se font beaucoup plus vite. On vous fait beaucoup plus confiance. Et ça, c'est vraiment du vécu. On va se dire, cette personne-là, elle cherche la stabilité, elle peut rester avec nous pendant 1 an. Et c'est vraiment des contrats de 1 an que vous signez à votre TJM. Et vous avez vous êtes, on va dire, patron de vous-même, même s'il y a un client qui va vous demander des comptes. Mais c'est beaucoup plus flexible. C'est quoi TJM? Taux journalier moyen. C'est quand on est indépendant, il faut faire gaffe à son TJM parce que il y a des sociétés qui vont récolter ces informations-là. Donc vous ne pouvez pas vendre à 500 à un client et à 1000 à un autre. Parce que lui, il fait appel à des services qui vont checker à combien vous êtes facturé en moyenne par jour. Faites gaffe au premier, il ne faut pas accepter n'importe quel contrat. Moi, j'ai résisté pendant 4 mois, on me proposait des missions et je disais non parce que je savais que même si c'était pour dépanner, je n'en avais pas vraiment besoin. J'allais rentrer dans un petit cercle, enfin dans une spirale où si vous commencez très bas, pour remonter la pente du marché, c'est très très dur. Et ça, il faut faire gaffe.
la première facturation, elle est toujours importante. Il faut savoir dire non. Voilà, oui. Cette société-là se base sur ton CERET Alors, j'ai une société Tremplin, une société Airbus. Je travaille avec Tremplin et je donne un TJM. Sauf que Tremplin passe par un cabinet extérieur qui va gérer sa facturation et tout ça. Ces cabinets, ils gèrent aussi le paiement. D'ailleurs, vous êtes payé à 60 jours à partir de la date de facturation. Il ne faut pas oublier d'envoyer cette facture. Moi, j'ai oublié au départ. J'ai été payé très longtemps. Mais voilà, donc ces sociétés-là, en fait, aujourd'hui, quand on parle de sociétés qui vendent vos données, oui, ils n'ont aucun scrupule et c'est légal. C'est pour du contrôle, c'est pour savoir si vous êtes un très bon payeur ou pas. Nous, dans notre cas, on était receveurs d'argent. Elles vont savoir est-ce que le fournisseur fait bien son travail et voilà son TJM. Et donc de l'autre côté, j'ai Airbus. Airbus, ils ont un service achat de prestations intellectuelles. Ils ne savent pas d'où arrivent les contrats. Donc ils prennent le CRF de l'entreprise, ils prennent le nom de la personne qu'on lui propose, soit dans les cabinets de conseil, je propose 3 profils, ils vont prendre ces 3 profils et aller voir dans la base, donc c'est payant, combien a été vendu telle personne en moyenne. Lui, il a un TJM de 1100 € quand il était chez Altran. Donc maintenant, c'est le même profil chez Capgemini, oui, c'est normal qu'il fasse un. Quand on est indépendant, on rentre dans le même circuit. Il n'y a pas de différence. C'est basé sur le nom, donc même en fermant et en refaisant. Les informaticiens se sont débrouillés pour faire des algorithmes très pertinents. Ils sont accès comment ton TJM? Enfin, je n'ai pas compris en fait. Comment est-ce que les clients ils voient ton TJM? Par des sociétés soit des sociétés de portage, soit des sociétés de facturation, soit des sociétés de facturage. En fait, tu mets sous surveillance, on peut très bien faire les analyses. Souvent, en tant que. C'est ce qu'on fait sur un certain nombre de critiques quand on est en direction achat. C'est mon ancienne casquette. Faut parler plus fort, par contre. Ah oui, Ouais. pardon. En fait, oui, pardon, ce sont les sociétés d'affacturage la plupart du temps. En fait, effectivement, les grandes directions achat, là, par contre, c'est mon ancienne casquette parce que justement, mon parcours en industrie, en fait, était essentiellement dans le monde des achats. 10 ans de direction, et c'est ce qu'on fait. Et surtout, effectivement, sur le marché de la prestation intellectuelle, où là, on passe par les sociétés d'affacturage, justement, pour évaluer les garanties, pour voir si les gens sont à peu près solides, et donc les chiffres, on les a. Il n'y a pas de nuance peut-être là, c'est de toute façon, effectivement, un acheteur qui est dans une équipe achat qui fait son boulot, il connaît le prix de marché, donc le prix de marché, c'est la connexion. C'est aussi simple que ça. Donc il faut savoir souvent dire non. On vous propose une mission. Oui, bonjour, on a telle mission avec vous. Merci, c'est sympa, mais je passe mon chemin. Il ne faut pas être trop gourmand en se disant ce mois-ci j'ai pas de client, donc je vais. C'est différent quand on a des charges fixes tous les mois, mais il faut savoir dire non, soit je ne vaux pas ce prix-là, et si on vous dit que vous êtes trop cher, vous connaissez votre propre valeur. Et si vous êtes dans un marché qui est très compétitif, là ça peut se rediscuter, mais il faut savoir toujours faire sa proposition de valeur. Moi, on m'appelait pour des missions par exemple chez Microsoft parce que j'ai une expertise dans un outil de Microsoft, et eux, ils ont des barèmes mondiaux. On prend telle ressource qui sait faire telle chose à ce prix-là. Sauf que moi j'avais une prestation de conseil en plus à vendre. Ils n'étaient pas prêts à payer cette prestation de conseil. Si on achète une voiture, c'est pas juste pour s'asseoir dedans, c'est aussi pour rouler. On prend le package entier. Donc n'hésitez pas vraiment à écrire votre valeur de proposition et dire moi dans cette entreprise, voilà ma carrière, voilà ce que j'ai appris. Voilà aujourd'hui en tant qu'indépendant, c'est comme si j'étais une entreprise. Vous êtes une entreprise, vous avez un CIRET, vous avez une offre, une proposition de valeur, et vous dites aux entreprises, tu ne peux pas juste prendre une partie, tu prends le tout. Je fais du conseil en transformation digitale, de l'expertise dans un outil, et aussi de l'accompagnement sur du recrutement ou autre chose. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais, parce que je les aide à recruter des personnes qui utilisent l'outil dans lequel j'ai passé beaucoup de temps. Et ça fait partie de la proposition de valeur. Donc, bien fabriquer sa proposition de valeur vous aidera à défendre votre taux journalier, TGM. Et voilà. Je reviens un peu sur pourquoi la micro-entreprise aujourd'hui. C'est parce que la France, en fait, elle voit que si elle est trop rigide, elle ne pourra pas être compétitive par rapport au marché américain ou au marché européen. Quand on veut lancer un projet, quand on veut juste mettre, je
Je parle pas de start-up, hein, on parle vraiment de projets normaux. J'ai un projet on est 3 étudiants en design, on sort de l'UTC. Nous, on a vu qu'on avait une proposition de valeur qui était différente du marché. On aime bien dessiner des produits qui sont bien pensés, machin, ça. On n'a trouvé aucune entreprise qu'on a recrutée, on décide de s'associer. À partir de ce moment-là, la France, elle vous dit, vous devez monter une entreprise, être 3 salariés ou 3 partenaires, et voilà le taux d'imposition. Et c'est très rigide parce que du coup, les gens ne vont pas se lancer. Alors que là, avec ce statut de micro-entreprise, les 3 peuvent créer leur statut de micro-entreprise, travailler au début. Si elles atteignent le plafond, là c'est normal de créer une entreprise. Ça coûte pas cher d'ailleurs. Aujourd'hui en France, pour 500 €, vous créez une entreprise. J'ai pas encore fait le pas parce que. Alors, justement, il y a Madame Fonpropre qui va dire un truc, ça c'est un mythe parce que il y a le frigidaire qui n'est pas très loin et en vérité, si on veut créer une activité sur du long terme, etc., donc si on n'a pas 50 000 balles sur son activité. Non, je parlais des frais de création. Oui, non, dans les frais de création, oui, mais après c'est pareil selon les statuts parce que il y a les frais de publication, etc. C'est incomptable tout de suite. Effectivement, on peut faire une société avec un capital à 1 €, etc. Mais c'est. Non, je parlais vraiment. C'est un peu comme les billets d'avion. Los Angeles à 149 €. Il y a 2 sièges dans l'avion. Et puis voilà. Non, on peut raisonnablement, il faut avoir 2-3 mois de salaire personnel pour créer. Et effectivement, en montant, et il faut avoir. Moi, je parlais vraiment de création d'entreprise. Oui, mais c'est pas 500 €, c'est pas vrai. Non, enfin, créer une micro-entreprise, c'est gratuit, c'est 0. Le coût de la création, le coût de la création, je me concentre sur ça. On peut être riche, naturellement, et avoir un stock. On peut être en cours d'argent. Ça ne change rien au coût de la création d'entreprise que vous devez évaluer. Donc, que ce soit 3 étudiants ou une personne qui soit bien avancée dans sa carrière, créer un statut micro-entreprise, c'est 0. On vous demandera à aucun moment d'argent. Si vous recevez. Je disais pour micro-entreprise, le coût de la création, c'est 0. Si vous recevez du courrier vous disant vous devez tant à l'URSSAF, elle vous fera des demandes digitales complètement. Si vous avez des impôts ou des taxes ou des redressements, vous allez juste recevoir un mail et il faut aller payer sur la plateforme. Par contre, juste par rapport à la SAS, on n'est pas obligé d'avoir 50 000 € non plus dans un compte. Par contre, ce qui est hyper intéressant, quand on n'a pas forcément les 50 000 € à côté, c'est de quelque part juste à poser les 2 statuts en fait. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Du coup, je suis auto-entrepreneur d'une part, déjà besoin de cash, je vais travailler 8 jours, j'ai facturé un TGM intéressant qui va tout de suite me faire une belle entrée, et en même temps, je continue à travailler sur ma. Tu fais radicalement autre chose du coup ou pas? Parce que statutairement, c'est. Ça, c'est pas grave. En SAS, c'est pas grave, on peut cumuler les 2 statuts. En SARL, moi j'en ai discuté avec mon comptable parce que justement, je me suis posé la question sur l'activité de conseil. Parce qu'effectivement, il y a des points. Non, mais c'est intéressant par rapport à ce que tu disais, parce que par rapport au statut fiscal, parce qu'aujourd'hui, il y a une concurrence. Enfin, je vais peut-être employer des mots un peu forts, mais au bout d'un moment, on appeler un chat. Mais il y a une au travers justement de ce qui est très bien d'ailleurs pour les micro-entrepreneurs, mais il y a une vraie concurrence déloyale organisée en France sur le sujet, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure de façon certes peut-être un peu humoristique mais pas très drôle, c'est qu'aujourd'hui on peut se retrouver facilement dans une situation, d'ailleurs tu l'as fait, il faut équilibrer dans son temps avec une activité personnelle parce que sinon il y a trop de charges. Donc, mais tu peux le faire sans problème parce que moi, mon comptable avait des conseillers contraires. En fait, non, surtout que je fais 2 choses complètement différentes dans mes activités. Je suis CEO d'une boîte de sport et de. Tu es salarié de la SAS ou pas? Non. Ah, non. Voilà. Moi, je suis président de salarié. Ah non, quand tu deviens salarié, là, ça devient. Ah, mais moi, je suis. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Désolé. Voilà. En fait, au pire, il peut même toucher des dividendes en tant que déjà, petit conseil pour se replacer dans le contexte. Salarié, c'est le pire moyen de recevoir en fait, des ressources. Parce que on a trop de charges et on est le dernier. Ça dépend des cas, mais parfois on est le dernier, donc il faut rester en dehors du salariat souvent. Après, il y a plein de salariés, vous êtes taxé à 50%. Non, oui, mais ça dépend. Il y a une très intéressante qui non, il y a un coût, mais il y a une stabilité. Là-dessus, on avait bien regardé, parce que là, on débouche sur lequel statut, justement, freelance, etc. Et là, après, effectivement, on va chercher les compromis. C'est qu'effectivement, quand on crée une entreprise, au bout d'un moment, c'est la SARL ou
la SAS, donc c'est la peste ou le choléra, parce qu'entre le RSI qui passe n'importe quand sur un compte en banque et a prévu n'importe quel montant pour dire mais excusez-moi, je me suis trompé de 35 000 euros, merci, ça tombe bien, je ne les avais pas. Et l'URSSAF, effectivement, c'est un cheveu plus cher. D'abord, en termes de coût, finalement, c'est assez équilibré, sauf que l'URSSAF, ils sont réglo, tu sais combien tu vas payer, etc., etc. Donc tu peux le calendariser, tu peux le planifier par rapport à ton activité sur ces deux statuts. Après, là où la vraie question se pose, c'est l'équilibre, effectivement, et surtout en phase de création, entre peut-être prévoir d'entrée pour sa protection personnelle et ses revenus personnels. Si vous avez créé une entreprise, il faut le regarder tout de suite. Effectivement, c'est très bien qu'on en parle et ça fait un bon switch. C'est sur cet équilibre entre les deux par rapport au poids des charges. Et si votre activité le permet, effectivement, essayez de scinder entre ce qui peut être une activité salariée ou pas, parce que ça n'a pas que des inconvénients. Justement, même en matière de protection personnelle et de gage, et quand on veut soi-même se porter garant pour l'entreprise, on ne dit rien, quand on veut la développer. Et le fait, effectivement, par contre, où il faut remplir son frigo un petit peu, et on a de charge, mais on se porte. Et donc, effectivement, avoir cet équilibre dans l'emploi du temps personnel, à dire quelle activité, dans ma part de dirigeant, dans ma part de créateur, je peux garder, comme tu fais, en auto-entrepreneur avec celle de l'entreprise. C'est sûr. C'est un bon équilibre. Pour faire le parallèle, c'est sûr que toi, tu as une famille, j'imagine, et du coup des charges qui tombent assez vite. Moi, je suis parti vraiment en mode kamikaze. Je teste cette aventure de la micro-entreprise et en fait, c'est le meilleur moyen, comme disait Philippe, c'est le meilleur moyen de se lancer. Parce que du coup, vous avez vraiment le droit à l'erreur. Si vous vous cassez la gueule un peu, vous pouvez toujours revenir en salarié. Puis, les taxes, comme elles sont allégées la première année, voilà, il n'y avait pas l'État français qui vous court après et l'URSSAF vous dit pendant la première année, c'est à partir vraiment du 1er janvier, toute personne confondue jusqu'à 40 000 euros de chiffre d'affaires ne paiera pas vous paiera des taxes à vue, je pense que c'est 3%, pas encore l'exercice. Mais c'est sans être demandeur d'emploi ou avoir moins de 26 ans. Qui a moins de 26 ans? Personne. Voilà, donc par exemple, Canal, toi tu peux aller créer ton statut micro-entreprise, même si tu es salarié, tu as juste le statut. Tant que tu ne travailles pas avec les deux, tu as juste ce statut-là, et si tu veux te lancer, tu peux toujours aller bénéficier du coup de cette ACRE pendant 3 ans. Facilite le lancement. Par contre, là, tu peux l'utiliser que sur une seule entreprise en fait. Moi, j'ai fait l'erreur de brûler ma carte sur ma première boîte, et là, je fais 22% de taxes. C'est exactement la question que j'avais posée en fait. La vraie question, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'il faut l'activer. Il faut se faire super attention. Parce que si on pourra en discuter après. Parce que, juste pour terminer le fil conducteur de la création de ce statut micro-entreprise, quand vous êtes en activité commerciale, ça aussi, il faut en parler, achat-vente. C'est 12,80% de charges fixes. Et du coup, ça vous permet vraiment, même si le plafond il est élevé, ça vous permet d'avoir une activité qui est 180 000 euros d'affaires. Ça va super vite quand on fait de l'achat-vente de matériel. Si vous vendez de l'électronique, au bout de 10 pièces qui valent 18 000 euros, si vous faites par exemple, vous montez je prends un exemple vraiment anodin, mais si vous montez des serveurs ou des trucs comme ça pour les professionnels, le plafond explose. Donc c'est un statut qui est fait pour démarrer. Et en cours d'année, vous pouvez le faire évoluer, toujours sur plateforme numérique. Et voilà, il y a un écosystème qui est prêt à accueillir des personnes voulant créer leur propre activité avec une gestion administrative et comptable ultra simplifiée. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Il y a 1000 ressources sur Internet, il y a des youtubeurs qui sont spécialisés en ça, donc ils vous montrent comment créer tous les statuts. Vous pouvez ouvrir et fermer une micro-entreprise en une demi-heure. C'est fait pour se lancer et pour, je ne vais pas dire pour faire des erreurs, mais vous ne pouvez pas en faire parce qu'il y a très peu de paramètres. Vous pouvez en faire si vous oubliez de déclarer votre chiffre d'affaires 6 mois plus tard, bien sûr, l'URSSAF va venir toquer. Mais de toute façon, il y a tellement de rappels, c'est sous format de notification. Moi, je vends le produit, on va dire, ce service de l'État, mais c'est juste que j'ai trouvé que c'était très pratique, ça me permet de me lancer, du coup, je vous le conseille. Pour créer sa micro-entreprise et qu'on ne veut pas faire d'erreur, il y a 2 façons. Soit on passe tout seul par les services officiels de l'URSSAF, cfe.ursaf.fr, et vous avez un bouton de création et vous avez plein d'aides didactiques. Soit il y a des services payants, donc ça ne coûte pas très cher.
Si vous tapez création micro-entreprise, les pubs des entreprises vont passer avant celles de l'URSSAF. De toute façon, pour ne pas y rater, Legal Start, portail auto-entrepreneur, c'est un coût fixe à la création, 59 € par exemple, juste pour vous aider à créer et pour s'assurer que vous suivez exactement les bonnes étapes et ils vous mettent un récap. Dans 3 mois, il faudra faire ça, n'oubliez pas de faire ça, il y a le CFE à faire payer en fin d'année, c'est vraiment très pratique. Après, vous avez des services comme Legal Start, que moi j'utilise pas, mais que ma soeur utilise, elle a un peu peur, 30 € par mois. C'est comme si vous avez un service juridique et financier. Vous les appelez quand vous voulez et vous dites je comprends pas c'est quoi ce papier, est-ce que je dois payer, vous prenez en photo, comment je fais pour faire ça, comment je fais pour payer ma TVA. Voilà, ils sont là pour vous. C'est un peu la déstructuration. On est dans une économie qui est dispatchée. Ouais, votre comptable, c'est une société de 1200 comptables et vous avez juste à décrocher le téléphone et vous les appelez. Et eux, ils ont une fiche comme pour gérer des clients. Ils savent où est-ce que vous en êtes. Si ils vous ont déjà rappelé ça, on vous a déjà parlé de ça, il faut faire ça. Donc, il y a des services aussi pour vous accompagner. Que vous soyez une start-up, une grande entreprise ou un entrepreneur, ils savent gérer tous ces cas-là. Legal Start. Jamais testé, mais c'est pratique. Je me permets un complément, parce que les trucs un peu administratifs, parce que c'est un truc que j'ai fait, je me suis fait toquer par mes associés à la dernière AG, c'est que j'avais, parce que je voulais faire du économie, j'ai fait l'impasse sur les protections personnelles des étudiants. Non, mais si, parce qu'il y a la responsabilité civile, par exemple, et ça s'applique à tout le monde, la lectrice pour la société, j'ai pas trop. Mais surtout, il y a un point, c'est que même ça se développe de plus en plus, parce que ça devrait être mis en place et ça n'est pas, c'est le petit équivalent pour l'emploi. Ne négligez jamais, on ne sait pas de quoi demain est fait, l'assurance perte d'emploi, c'est pas hyper cher en fait. Je crois que c'était hors de prix, je l'avais pas prise. Et en fait, il y en a pour 2000 € par an. Et bon, mine de rien, ça fait pas grand chose à arriver, mais si en cas de crash ou je sais pas quoi, avoir 70% de ses revenus pendant 12 mois, c'est pas négligeable. Et là, ça vaut pas le coup. En fait, c'est l'associatif, je fais pas de pub, mais il y a que 2 boîtes d'assurance de courtage qui font, c'est April et AXA. Et justement, ça passe par les associations. Et c'est pas très cher, il faut vraiment le faire. Justement, sur ce point-là, vous allez, du coup, en fonction de vos clients. Moi, le premier client, il ne m'a pas demandé d'assurance. Le deuxième, il était dans le bâtiment. Il m'a dit assurance décennale, ça coûte cher. Mais en même temps, il y a un contrat potentiellement que vous pouvez avoir. Tout ce qui est responsable, quand vous êtes indépendant, du coup, vous avez des responsabilités civiles professionnelles qu'il faut payer. C'est pas au cas où vous cassez votre propre matériel, c'est au cas où, par exemple, vous n'arrivez pas à livrer, au cas où vous versez un verre d'eau sur le PC du client, vous n'avez rien à payer parce que vous avez une assurance responsabilité civile professionnelle qui n'est pas la même que celle que vous avez avec votre banque ou autre, qui sont très importantes en fonction des clients. Il y a celle de l'activité, il y a celle du dirigeant. Non, c'est juste pour rappeler du coup, en plus, la responsabilité civile, c'est vraiment quelque chose. Pour rappeler tout dans cet écosystème, le jour où j'en avais besoin, je suis parti sur le site de Simpi ou de AXA. Vous faites un devis, vous payez, vous avez votre. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises, elles bougent avec ce modèle économique de les gens veulent facturer tout seuls. Donc ils font des services qui sont vraiment très rapides et très agiles. Tout ce dont vous allez avoir besoin, il y a des services qui existent sur Internet qui vous les proposent. Alors que d'habitude, il faut avoir une personne qui s'y connaît un peu. Et là, vous payez le service et vous avez une assistante téléphonique pour poser quelques questions, par exemple, en cas de litige. Mon client me demande de faire ça. Qu'est-ce que je fais? Vous êtes tout seul, vous avez peur? Non, vous avez souscrit à une assurance où vous avez la couverture juridique. On me demande de signer un contrat où on m'interdit de travailler avec le client pendant 10 ans. C'est abusif. Vous avez votre assurance. Je dis assurance, mais ça peut être Legal Start ou AXA pour les professionnels, pour leur poser des questions là. Donc vous avancez jamais tout seul au final. Et c'est assez rassurant. Moi, du coup, pour mon cas, je suis un peu bordélique sur tout ce qui est administratif. J'ai réussi quand même à m'en sortir en payant ses assurances et en appelant des services à l'extérieur. Oui. Est-ce que tu as déjà facturé sans assurance à un moment ou pas? Oui. Et si oui, est-ce que tu as galéré à retrouver une assurance par derrière? Non. En fait, quand votre casier est vierge la première fois, on ne vous pose pas de questions, donc en fait c'est des taux fixes. Faites gaffe aussi à la nature de votre emploi, parce qu'eux ils ont des barèmes, et si vous êtes
consultant en projet informatique, on sait que ça coûte cher aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de retard. Du coup, ils vont vous dire ça fait 35 € par mois, monsieur. Ce qui est ridicule quand vous avez par exemple un client qui fait un jour par semaine. Donc, bon, le prix n'est pas exorbitant. Mais à côté de ça, vous avez d'autres types de métiers qui sont couverts à 10 € par mois, par exemple. Parce qu'on juge qu'ils ne présentent pas beaucoup de risques. Aujourd'hui, il y a plus de risques sur la prestation intellectuelle que sur le matériel. Quand vous avez la base du données client, vous faites une requête et vous supprimez tout, vous êtes couvert pour le coup. Quand vous n'arrivez pas à rendre des jours vous êtes en retard sur un projet, les gens ne le font pas, mais les clients peuvent poursuivre en justice pour dire tu as promis de livrer et maintenant tu me dommages et intérêts sur le fait que tu n'as pas produit et le fait que j'ai été en retard 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça arrive pas, mais 35 € par mois, ça te couvrait assez de trucs ou pas? Oui, ça couvrait des retards de projet, dégâts matériels pour le professionnel et perte de contrat. Donc si tu étais dans un contrat et que le client il arrête, toi c'est pas de ta faute, c'est un événement extérieur, donc ils vont continuer ton contrat. Mais ils sont assez... ils cherchent la petite bête quand même sur ce genre de choses. Dans ce cas-là, je me suis peut-être pris 40, mais j'avais une assurance à 700 € l'année. 700 € l'année. Bah, Mais c'était un peu coûteux, mais bon, moi j'aurais pas mis 700 € dans une assurance. C'était un client à plein temps? Non, c'était mon assurance, 700 €. D'accord. Non, mais c'est pour un client, c'est un client à plein temps qui t'a demandé? Non, à l'ouverture, j'avais pris une assurance. Ok, moi j'ai pas pris d'assurance. Tu couvrais quoi ton assurance? Je l'ai pas pris parce que. Justement, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, nous on a une partie parce qu'effectivement il y a la société responsable chez Philippe, il y a le dirigeant. Après, au bout d'un moment, si la société grandit un peu, il y a des assurances sommes clés, machin chose, si le dirigeant sur les petits gens, parce que mine de rien, ça paye les salaires, les immeubles, le téléphone, la machine à café, c'est tout. C'est lié à la perte d'exploitation. Donc là, nous, on est passé effectivement de 700 à, je sais plus, je sais pas, je peux dire, cher. À partir du moment où vous commencez à grandir de toute façon. Donc c'est dépenses qu'elle donc, mais effectivement il y a le minimum légal et après en fait il faut l'avoir dans son business model assez rapidement, alors de 3-6 mois, comme la prudence que tu évoquais tout à l'heure, c'est ça, de dire dans le plan d'investissement en fait il y a des frais qui viennent pas tout de suite pour la société et effectivement ça permet de faire monter le niveau de frais fixe avec l'activité. Ça marche aussi, je dirais cette technique elle marche aussi sur le plan personnel en fait, qu'on soit auto-entrepreneur ou en entreprise. L'exemple que je voulais démontrer par l'assurance à 10 €, 35 €, c'est que c'est des petites dépenses, mais au final, c'est pas un investissement qui est énorme comparé à votre rentrée d'argent mensuelle. Si vous arrivez à faire entre 10 000 et 20 000 € de chiffre d'affaires par mois, c'est ridicule. Mais c'est des petits trucs que vous pouvez payer et qui font partie un peu de cet écosystème distribué de la nouvelle économie du travail où on va pouvoir avoir des intervenants qui vont prendre une commission, par exemple, pour vous placer dans une entreprise, des assurances, des sociétés qui vont faire toute la partie financière. Georges Tech, par exemple, fait votre comptabilité pour vous. La compta sans pépin fait aussi la compta pour vous. Mais c'est des prix dérisoires. Donc c'est un peu comme votre abonnement Spotify ou Netflix, c'est 10 € par là, 10 € par là. Mais c'est pas un investissement de base qui est énorme dès le départ. Vous pouvez quand même vous lancer avec, comme si vous avez toute une société derrière vous, avec 4 services. Au final, vous avez un peu de chaque ETP que normalement vous pouvez employer. Donc voilà, il faut retenir de ça la flexibilité et le fait que ça permet toujours de se lancer, se mettre dans la confiance. Moi, je me suis lancé dedans, donc j'ai quelques clients. Si ça commence à grandir, du coup, je peux me dire, je vais créer une société pour pouvoir placer des personnes qui travaillent avec moi. Si ça ne grandit pas, on reste sur cette façon-là. Et ça vous permet d'être maître vous-même surtout, et de pouvoir dire non, ce qui est important. L'importance du non, je ne veux pas travailler sur ce projet-là, et non, je ne prendrai pas ce TGM. Tu dis la même chose avec tes clients, un client qui t'emmerde, tu lui dis non ou tu vas trouver la solution? Je les raisonne dans le sens où moi, les conflits que j'ai souvent avec mes clients, c'est sur des décisions technologiques. Et je les raisonne parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément le même point de vue que moi. C'était mon problème dans l'entreprise avant, c'est que les gens ils fonçaient droit dans le mur en allant en arrière. Donc ils prenaient les contraintes du client, ils disaient ça c'est le cadre du projet. Donc Airbus, on va faire une super application,
en VBA sur Excel. Non. On est bientôt en 2020, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier le projet, on va vous faire une application, une web app qui soit bien faite. Et souvent les partenaires ils disent non mais c'est un contrat qui est énorme, on va pouvoir gagner 200 000 €, on a placé au moins la moitié des consultants de la boîte. Et moi je disais non, je ne le ferai pas, ils me disaient non mais c'est bon, c'est la dernière fois, et après on ne fait plus ça. Quand vous dites non à ce genre de, quand vous dites oui à ce genre de projet, c'est votre employabilité, que vous tirez une balle sur votre employabilité. Parce que 5 mois à travailler sur du VBA, c'est-à-dire que 5 mois vous n'apprenez pas une technologie. Et donc moi aujourd'hui ce que je fais avec mes clients, c'est que je leur dis plus vous passez du temps à travailler sur une technologie qui est ancienne, et plus vos employés en fait ils deviennent obsolètes sur le marché quand SAP va mettre en place un super outil, et vous allez être là, mais qui sait faire ça chez nous? Personne. Allez dehors. Enfin, c'est clairement aujourd'hui les entreprises fonctionnent avec cette cadence-là. Il faut garder l'employabilité de ses. Enfin, il faut garantir l'employabilité de ses employés, et on le fait en disant non à son fournisseur, à son client principal, à plein de personnes. Donc voilà, si vous avez un truc à dire, c'est l'importance de dire non. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé à un moment où tu aurais potentiellement trop de travail avec trop de clients et tu devrais recruter des gens quoi? Moi au départ je me suis mis en indépendant pour avoir moins de problèmes. Peut-être qu'il y a un moment où tu vas te dire ok. Je le ferai que si je vois vraiment un avantage. Je pense que, pour vous résumer la situation, si on atteint le plafond en un an de travail et qu'on facture vraiment son cœur de métier, c'est quelque chose qu'on sait vraiment très bien faire, et on dira non jusqu'à ce qu'on trouve un client qui est capable de payer pour exactement ça. Si vous savez faire du conseil en réorganisation des entreprises dans le milieu du bâtiment, parce que ça évolue vite, ça c'est votre cœur de métier et personne ne pourra faire la même chose. Vous facturez assez fort. Si vous faites 700 € par jour, vous travaillez 100 jours, vous êtes à 70 000 €, c'est bon. Vous arrêtez de travailler. Donc il faut choisir une balance entre il me reste 6 mois de vacances, déjà que je peux placer un peu partout. Si je travaille 20 jours par mois, sur 5 mois, ça fait 100 jours, donc il vous reste 7 mois de vacances. Est-ce que vous avez envie de gagner un chiffre d'affaires de 70 000 taxé à 22%, dans le cas classique, pas dans le 22% c'est le max. Donc je gagne ce salaire-là, je paye mes impôts, et après j'ai du temps libre pour ma famille, pour mes activités. Moi j'ai un pote qui fait du coup qui travaille en tant que développeur, et en même temps il fait une école de théâtre. Et il est super heureux parce qu'il dit enfin je peux travailler 2 semaines, et après j'ai 2 semaines d'école de théâtre. Et la vie change beaucoup quand on devient indépendant, parce qu'on choisit soi-même ce qu'on veut faire. Et si vous avez envie de gagner plus, là il faut passer à une entreprise, et vous n'avez plus de plafond, vous pouvez travailler toute une année. 200 jours à 700 €, ça vous fait quand même un bon chiffre d'affaires. Et si vous avez d'autres, il y a des dépenses aussi à voir avec. Mais voilà, c'est un équilibre, c'est un truc à choisir. Et si vous ciblez bien votre cœur de métier, normalement vous trouvez pas mal d'argent, et les ingénieurs du TC ont un cabinet de fait, parce qu'ils s'y trouvent une niche dans laquelle il faut se former, ils n'hésiteront pas à se poser pendant 1 mois. Il faut de la discipline, procrastination, se réveiller, rester en caleçon toute la journée chez soi en train de juste rien foutre. Ça arrive assez souvent parce que du coup on est maître de soi. Je t'avoue que ça m'est arrivé des fois de signer plein de contrats et de travailler 7 jours par semaine. Mais parfois je travaille juste le lundi et le mardi, et après j'ai toute ma semaine où je vais partir en vacances. C'est assez agréable, mais c'est quelque chose qui est faisable pour des gens qui n'ont pas de vie de famille.